BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Les professionnels de l'agroalimentaire n'ont pas profité de l'inflation pour augmenter leurs marges. C'est la conclusion d'un rapport d'enquête parlementaire sur l'évolution des prix dans la grande distribution. C'est un rapport du Sénat, pour être précis. Et son rapporteur, sa rapportrice, on peut dire, Anne-Catherine Loisier, sénatrice UDI, est avec nous ce matin en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire, sans prendre trop de raccourcis, que ce rapport dit exactement l'inverse de ce qu'avait affirmé Michel-Édouard Leclerc, à savoir qu'il y avait des hausses de prix suspectes du côté des industriels de l'agroalimentaire ? En tout cas, ce rapport établit que nous n'avons pas retrouvé de documents étayant ces dires. Et que dans les multiples auditions et recherches que nous avons pu faire, eh bien, en fait, rien ne vient témoigner d'une augmentation suspecte et exceptionnelle, en fait, des demandes des industriels. Ça veut dire quoi concrètement ? Que les professionnels de l'agroalimentaire ont rogné sur leurs marges, ou est-ce qu'ils ont seulement répercuté la hausse des prix du matière première ? Ça veut dire quand on observe la situation en France par rapport à nos voisins, on se rend compte déjà que l'inflation à ce jour est moins importante. Donc effectivement, je pense qu'un certain nombre... Alors les producteurs et les premiers transformateurs ont répercuté la hausse des prix aux distributeurs, mais soit le distributeur ne l'a pas pris en compte, et donc à ce moment-là, c'est l'industriel qui quelque part porte le poids de l'augmentation des matières premières industrielles, de l'énergie sur ses épaules, soit l'industriel a pu le prendre et il a en partie soit renié sur ses marges, soit augmenté lui-même les prix. Il y a une tendance qu'on observe en magasin, est-ce que le rapport en tient compte, c'est la shrinkflation, c'est-à-dire que les professionnels de l'agroalimentaire réduisent les quantités de produits disponibles dans l'emballage. On a par exemple des pots de fromage blanc qui sont passés d'1 kg à 900 grammes pour un prix, lui, qui n'a pas changé. C'est une façon d'assurer la stabilité des prix, mais on réduit les quantités disponibles, donc en pratique, c'est quand même une hausse de tarifs. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un des avantages de la loi Egalim, c'est qu'elle a effectivement permis la revalorisation des matières premières agricoles à hauteur de 3,5%. Ça, c'est le plus, je dirais, du dispositif. Donc, effectivement, ça se traduit dans une certaine hausse de ces produits alimentaires. Mais cette tendance qui consiste à réduire la quantité de produits disponibles, vous ne trouvez pas ça un petit peu, je ne vais pas dire malhonnête, le mot est fort, mais en tout cas pour le consommateur, on ne s'y retrouve pas forcément. Il faut que l'information elle soit transparente pour le consommateur. Ouais. Voilà, il faut que le consommateur sache qu'effectivement, il y a eu une revalorisation du prix de sa matière première. Après, je ne vais pas refaire le débat des états généraux de l'alimentation. L'objectif, c'est quand même que la matière première agricole soit rémunérée entre guillemets au juste prix pour que l'activité soit viable pour le producteur. C'est bien ça l'origine du dispositif. D'une manière générale, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un excès de communication de la part des hypermarchés dans un contexte de forte inflation ? Évidemment, ils se battent tous pour affirmer qu'ils sont le moins cher ou les moins chers. Il y a eu beaucoup de communication et on l'a vu avec Michel-Édouard Leclerc, des choses parfois inexactes. Oui, il y a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de communication, il y a surtout, nous, ce qu'on constate, beaucoup de tensions et dans un contexte quand même économique compliqué pour tout le monde, donc c'est pas forcément de bon augure et on se rend compte que finalement on a toujours du mal à faire filière, à la différence une fois encore de ce qui se passe ailleurs. C'est toujours intéressant d'observer comment se déroulent les négociations commerciales au-delà de nos frontières et on se rend compte que dans la plupart des pays, l'inflation est effectivement plus importante, mais c'est parce qu'il y a aussi un ajustement plus systématique entre le producteur, le transformateur et le distributeur, qui permet finalement au producteur à l'origine de mieux tenir face à cette crise et à l'évolution des coûts. En France, malheureusement, il y a ces grandes tensions et on se rend compte que année après année, Egalim après Egalim, elles demeurent. Là, on touche le cœur du problème. Vous le dites dans ce rapport, la loi Egalim 2 doit être adaptée à la période actuelle de négociations commerciales permanente. On va d'abord rappeler la loi Egalim, elle fixait le cadre des négociations qui, en théorie, devait s'achever à la fin du mois de février. Tout à fait. Le cadre a changé. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois Egalim, puisqu'il y a Egalim 1 et Egalim 2, sont issues des États généraux de l'alimentation. Donc, ce grand débat entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs, pour essayer de retrouver un meilleur équilibre, parce qu'on le sait, on le voit année après année, le nombre de nos agriculteurs diminue, ils vivent des situations de tension, de suicide, voilà. Donc, l'idée, c'est comment mieux les rémunérer, mieux faire en sorte qu'ils puissent assumer et nous nourrir. Donc, Egalim visait à sanctuariser en fait la part des matières premières agricoles, le coût de production lié aux matières agricoles, pour que le premier acheteur
le transformateur et le distributeur rémunèrent plus, en fait, et que ça revienne à l'agriculteur. Alors, tout ça est donc par nature inflationniste, puisque ça part du principe qu'il faut prendre en compte les coûts de production du producteur. Et aujourd'hui, dans un contexte en plus inflationniste, eh bien, on voit les limites, puisqu'on atteint... les limites, ce sont celles en fait, du pouvoir d'achat, puisque là, on est dans des augmentations à 2 chiffres. Est-ce que ce débat, il n'est pas un petit peu démagogique? Si on interroge les Français, ils sont majoritairement favorables à la protection du revenu des producteurs, et en particulier, vous l'avez souligné, des agriculteurs. Pour autant, beaucoup de Français ne souhaitent pas voir les prix augmenter en magasin. Oui, alors, démagogie. Souvent, le consommateur a des injonctions contradictoires. Hein. Il veut de la qualité, mais pas cher. Voilà. Donc, je pense que c'est exactement le débat. Oui, voilà. Et tout le monde parle d'alimentation saine et durable, mais elle doit se faire à un coût toujours moindre. Donc, je pense que ce qui est important de dire, et à mon avis, les consommateurs le comprennent aujourd'hui, c'est qu'une alimentation de qualité, ça se paie. Et l'alimentation de qualité, ils y tiennent. On voit les produits, les circuits courts, voilà, toute la tendance. Donc, je crois qu'il y a une explication à fournir. Et puis après, il y a une transparence à obtenir, de manière à ce que ce prix soit effectivement justifié et que ce prix aille effectivement dans les poches de l'agriculteur. En tout cas, cette loi Egalim 1 puis 2 n'a pas réussi à équilibrer de manière satisfaisante le rapport de force entre producteurs et distributeurs. Non, mais il faut reconnaître qu'elle a quand même permis une augmentation, ce que je vous disais, de 3,5% des matières premières agricoles. Et de l'avis de l'ensemble de la profession agricole, c'est déjà une première étape franchie. Après, elle se heurte, elle pallie aujourd'hui du contexte inflationniste qui l'empêche en fait de pouvoir fonctionner comme chacun l'aurait souhaité. Dans un contexte d'inflation, évidemment, les Français s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. La loi pouvoir d'achat est en discussion à l'Assemblée nationale. Vous êtes sénatrice, donc ce sera dans un deuxième temps. Un mot peut-être sur cette loi pouvoir d'achat, avec des mesures qui, selon l'opposition, ne sont pas assez ciblées et pas assez importantes. Quel est votre regard sur la loi telle qu'on la connaît aujourd'hui, le projet de loi ? Je pense qu'elle est très attendue par nos concitoyens et qu'elle est absolument essentielle pour décrisper le climat qui arrivera certainement au mois de septembre. On parle de l'inflation, on parle de la rentrée. Enfin voilà, on sent que nos concitoyens vont être confrontés à de réelles difficultés économiques dans un contexte où il y a déjà eu derrière nous les gilets jaunes, des tensions, une paupérisation. Donc à mon avis, c'est un rendez-vous très important et le Sénat fera un certain nombre de propositions. La critique qu'on entend le plus souvent, c'est qu'il faudrait tout simplement relever les salaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors c'est d'abord le débat des présidentielles, des législatives. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, avec les salaires que nous connaissons, un certain nombre de nos concitoyens n'arrivent pas à vivre. Après, je pense qu'il faut faire attention à la spirale inflationniste, parce que le risque d'augmenter de manière peut-être pas, irréfléchie ou pas bien appréhender les salaires, mais le risque derrière, c'est que les prix encore suivent. Ouais. L'autre débat, c'est évidemment le ciblage de ces mesures. Si on cible les Français les plus pauvres, les revenus les plus faibles, il y a un risque de paupérisation pour toute la tranche qui est au-dessus de ce dernier décile. Oui, c'est l'éternel souci et je pense que là encore... Où est-ce qu'on place le curseur ? C'est ça la question. Voilà, c'est ça. Et ça, nos concitoyens ont très bien montré, notamment lors des Gilets jaunes. Il y a toute une frange de la classe moyenne qui travaille, qui se lève tôt le matin et qui, à chaque fois, ne peut pas bénéficier des accompagnements qui leur seraient bien pourtant nécessaires. Donc vraiment, l'enjeu, ça va être de pouvoir accompagner ces foyers. Une question très théorique, je vous le concède, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement de s'occuper de l'inflation ? On nous a toujours appris dans les cours d'économie que c'était plutôt le rôle de la Banque centrale de s'occuper de la hausse des prix, de la stabilité des prix en l'occurrence, et que les gouvernements, à travers leur politique budgétaire, s'occupaient plutôt de la croissance. Oui, mais je pense que face aux difficultés auxquelles on est confronté, il y a un enjeu social, un enjeu de cohésion, et que c'est absolument nécessaire, à mon sens, que le gouvernement s'en empare. Merci beaucoup, Merci Anne-Catherine Loisier, sénatrice UDI, rapporteure de la commission d'enquête du Sénat sur l'inflation et les relations commerciales. Merci d'avoir été avec nous en plateau ce matin.